Gérard repartit à pas lents, les épaules voûtées, ne sentant plus ses membres, la tête envahie par le désespoir, épuisé par cette randonnée misérable. Il entra dans le café du coin de la place pour tenter d'y reprendre goût à la vie. Le garçon de service s'approcha et lui demanda ce qu'il désirait. Il lui commanda un croque-monsieur et un demi-pression. Il se rendit compte alors que, inconsciemment, il s'était installé à une table d'où il avait vu sur l'entrée de l'hôtel de Genève. Il ne mit pas longtemps pour comprendre qu'il avait peut-être obéi à une obsession sadomasochiste, préférant se reposer dans sa douleur, voire en jouir, plutôt que de se torturer. Il reprit peu à peu un état moins extrême, mais n'en resta pas moins dans ce triste café où il tentait de reprendre ses forces physiques ou mentales. Il mangea machinalement son croque-monsieur, tout en se désaltérant avec, malgré tout, un certain plaisir. Il n'avait aucune envie de retourner chez lui, ni à son bureau. Il repensait à son épouse, aux joies qu'il avait connues avec elle, la naissance des enfants, les difficultés qu'ils avaient traversées. Il se remémorait aussi les infidélités qu'il avait commises, dont récemment ses frasques avec Colette, la meilleure amie de Jeanne. Sa honte était immense et il n'était évidemment pas en position de condamner son épouse, doublement trompée par Colette et par lui-même. Il s'était presque assoupi sous l'effet de la fatigue et du découragement à la fois quand son téléphone portable sonna. Il y avait une demi-heure qu'il était dans ce café. À sa stupéfaction, c'était Jeanne qui l'appelait depuis le téléphone fixe de leur domicile. Avant qu'il eût le temps de parler, elle lui dit qu'elle était très inquiète. Colette s'était sentie mal peu après qu'elles s'étaient retrouvées et avait préféré rentrer tout de suite chez elle en taxi. Jeanne était donc retournée à la maison et avait constaté que leur fils n'y était pas rentré à l'heure du déjeuner comme il était prévu. Elle était très préoccupée et lui demandait si Daniel l'aurait éventuellement appelé. Gérard eut du mal à réaliser ce qui lui arrivait. Il lui dit qu'elle ne devait pas s'affoler, que Daniel avait dû rester au collège pour une raison ou une autre, et quand elle lui demanda où il se trouvait, il répondit qu'il était au restaurant, qu'il n'allait pas retourner à son bureau, mais rentrer chez lui, à moins qu'elle ne le rappelle, parce que tout serait rentré dans l'ordre. C'était la stupéfaction pour Gérard, qui se rendait compte qu'il avait filé une femme qui n'était pas Jeanne, mais qui en était en quelque sorte une réplique quasi parfaite. Il régla le serveur et partit à la recherche d'un taxi. Il ne servait en effet plus à rien de quêter le couple de l'hôtel de Genève. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, Gérard s'interrogeait sans cesse sur le moment précis où la fausse Jeanne s'était substituée à la vraie. Il ne faisait aucun doute que c'était son épouse qui était sortie de leur résidence. De plus, il ne voyait pas comment sa doublure aurait pu se présenter seule sur le quai du métro, tandis que la vraie Jeanne aurait mystérieusement disparu au cours de son trajet vers la station. Et encore moins comment les deux auraient pu se retrouver ensemble sur le quai qu'il observait attentivement. C'était donc bien Jeanne qui se trouvait dans le train. Durant le trajet, il avait été non moins vigilant à chaque arrêt, et c'était donc assurément Jeanne que Gérard pouvait observer à la sortie Madeleine depuis l'ascenseur dans lequel il se trouvait, lorsqu'elle montait pour sa part par l'escalator. C'est au moment de l'arrivée vers l'air libre qu'il l'avait perdue de vue un court moment pour finalement l'apercevoir au loin entrant chez Fauchon. Mais même si c'était la doublure, où était Jeanne ? Il l'aurait nécessairement vue également, en débouchant dans la rue Tronchet. Sinon, où serait-elle passée ? Il écarta donc cette hypothèse. Ensuite, il l'avait suivie des yeux sans arrêt durant son trajet jusqu'à l'entrée dans le magasin des Galeries Lafayette. En revanche, il l'avait perdue de vue durant une trentaine de secondes lorsqu'il avait dû traverser le boulevard Haussmann pour entrer à son tour dans le magasin. Il était très peu vraisemblable qu'elle ait pu disparaître à ce moment-là, en même temps que l'autre prenait sa place. Elle n'avait en effet aucune raison de s'éloigner rapidement, aucune femme ne pouvait traverser à la hâte un lieu aussi attractif. Et il ne faisait aucun doute non plus que, dans l'affluence raisonnable du magasin, il aurait nécessairement remarqué deux femmes quasi identiques cheminant entre les comptoirs. En revanche, lorsque Jeanne était passée dans la partie réservée aux produits masculins, il l'avait perdue de vue pendant près d'une minute,
avant qu'il l'eût repéré de nouveau, montant par l'escalator. Et là, il avait dû encore la laisser s'éloigner hors de sa vue pour prendre à son tour l'escalier mécanique, tant il risquait qu'elle l'aperçût. Il était donc parfaitement imaginable que la substitution ait pu être réalisée à ce moment-là, Jeanne partant d'un côté, alors que sa doublure apparaissait de l'autre. Si c'était le cas, l'opération avait tout de même dû être préparée avec une stupéfiante précision. Pour la suite, la filature s'était passée sans difficulté, car la femme ne s'attardait guère. Que ce fût Jeanne elle-même ou sa doublure, il lui fallait être à peu près ponctuel pour son rendez-vous à la gare Saint-Lazare. Gérard ne voyait de nouveau pas à quel autre moment aurait pu être opérée la substitution. Après l'arrivée de l'homme, le court trajet jusqu'à l'hôtel de Genève n'avait naturellement posé aucun problème de filature, même si Gérard avait dû rester à bonne distance. La substitution avait donc très probablement eu lieu dans le magasin pour hommes des Galeries Lafayette. Mais cette reconstitution par la pensée ne laissait aucun doute sur le fait que la doublure avait dû être actionnée avec minutie et qu'un ou une complice avait été indispensable pour que tout fonctionnât au mieux. Ainsi Gérard réalisait-il qu'il avait été observé tout autant que Jeanne pendant qu'ils se déplaçaient tous deux dans le magasin. C'est exactement au moment où ils débouchaient sur le lieu de l'échange que la doublure s'était mise en vue, en même temps que le ou la complice se positionnait sans doute pour faire écran et dissimuler Jeanne à sa vue. En ce qui concerne l'appel téléphonique de Jeanne, Gérard l'avait reçu vers 13h. Il se souvenait parfaitement que l'horloge de la gare marquait 12h15 lorsque la doublure avait accueilli son amant à l'arrivée de son train, en sorte que l'on pouvait situer vers 12h le moment où elle était sortie du magasin pour hommes des Galeries Lafayette. Au même moment, Jeanne se rendait de son côté à son rendez-vous avec Colette, qui ne devait guère être éloignée. Les deux amis avaient dû se séparer vers 12h30 et Jeanne avait dû mettre à peu près une demi-heure pour rentrer chez elle. Presque aussitôt, elle avait appelé son époux pour lui faire part de l'absence de leur fils. Cette reconstitution temporelle était parfaitement cohérente avec un appel vers 13h. Lorsque Gérard arriva chez lui, son épouse était en conversation téléphonique avec un responsable du collège de Daniel. Elle raccrocha et accueillit Gérard avec un grand sourire. Son interlocuteur lui avait dit que son fils avait sans aucun doute oublié que ce jour, à l'heure du déjeuner, avait lieu la répétition de la fête du collège. S'il n'avait pas cours l'après-midi, il allait arriver sous peu chez lui. Jeanne en voulait certes à son fils de cet oubli, mais elle était surtout rassurée.